la femme que je trouve attirante, la plus belle femme pour moi aujourd'hui, c'est la femme noire. Parce que même quand tu regardes aujourd'hui dans la société, toutes les femmes veulent être comme des femmes noires. Elles veulent toutes les lèvres pulpeuses, elles veulent toutes les formes généreuses que la femme noire a naturellement en fait. Ouais. Et toutes les autres communautés, du coup, elles sont là, elles se font gonfler les fesses, elles se font gonfler. En fait, elles veulent toutes ressembler à la femme noire, tu vois. Je sais pas si c'est inconscient ou pas, tu vois. Mais le fait est que moi, pour moi, aujourd'hui, la plus belle femme sur Terre, c'est la femme noire, la femme africaine. Tu vois. Écoute, moi je suis d'accord avec toi hein, sur ce plan-là. En plus de ça, tu vois pourquoi elle porte souvent des perruques, des pépés. Ah. Attends, là, en fait, tu vois, moi, bizarrement, aujourd'hui, je suis tombé aussi sur une vidéo comme ça, tu vois, où un gars il parlait de ça. Que, ouais, pourquoi en fait nos femmes se tuent à porter H24 en fait des pépés, des perruques. Franchement, même moi, tu vois, il y a un temps, je me posais ces mêmes questions. J'ai même fait un TikTok là-dessus il y a environ 2 ans, genre avant que je perce. Hein, c'était une vidéo qui a fait vite fait, genre pas trop de vues, quoi, tu vois, on va dire. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de réactions sur ça, de commentaires. Et c'était des commentaires assez violents, je te dis. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'apprécient pas qu'on parle déjà sur leur perruque, sur le fait qu'elles portent des perruques. Je pense qu'en fait, elles ne se rendent pas compte sûrement aussi où elles décident, où genre, elles ont décidé de fermer juste les yeux en fait, tu vois, sur ça. Parce qu'en fait, ces meufs-là qui se tuent à porter que des perruques, après, il y en a, elles ont certaines raisons pourquoi elles ont la flemme de tout le temps se coiffer le matin. Ok, je l'entends bien. Mais il y a des. Je pense que. Je suis pas une meuf, hein. Je sais pas comment, genre, à quel degré c'est dur de se coiffer tous les jours pour une femme noire. Mais je sais qu'en fait, il y a sûrement un moyen de se coiffer très très rapidement, genre rapidement en 5-10 minutes, même si tu as la flemme. Genre, ou même de porter, je sais pas, un truc qui camoufle ça sans pour autant avoir accès aux perruques, en fait, tu vois. Par rapport à ce que tu dis, pour moi, comme tu as dit, ça pour moi, c'est juste de la flemmardise. Hein. Ouais, Pure et simple. Hein. Parce que moi, l'image que j'ai, un truc de ouf. Hein. L'image que j'ai, genre, ma mère, quand j'étais petit, je me souviens toujours de ma mère, tous les soirs, qui s'occupait de ses cheveux avant d'aller se coucher. Genre, elle les peignait bien, elle les brossait, tu vois, un petit fouleur sur la tête et tout ça, pour pouvoir dormir. Comme ça, le matin, quand elle se lève, elle les démêle plus rapidement. Ouais. En fait, ma mère avait vraiment une routine où tous les matins, tous les soirs, bah, elle s'occupait d'elle. Et je pense qu'elle faisait ça aussi en mode pour entretenir la séduction dans le couple aussi dans le et couple, tout, tu vois, parce que c'est important dans le couple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples, genre, tu sais, on dit souvent, et je pense que c'est même vrai, tu vois, la phase avant que vous soyez ensemble, tu sais, vous êtes dans une phase où vous vous séduisez, où vous tournez autour de vous. Et en fait, généralement, il y a beaucoup de couples, quand ils se mettent ensemble, en fait, ça y est, c'est gagné, c'est fini, on remballe tout, fini la séduction, on passe à autre chose. Ouais. Alors que, en vrai de vrai, même dans le couple, tu dois toujours être en mode, bah, vous essayez toujours de vous séduire aussi, tu vois. Après elles, c'est aussi leur manière aussi de séduire, de changer de style de manière assez fluide, assez flexible, tu vois, pour elles. Après, il y en a d'autres aussi qui ont ce motif de quoi elles sont peut-être malades, tu vois, genre elles ont peut-être l'alopécie ou je sais pas, un cancer, des trucs comme ça, donc du coup, elles ont cette, je vais pas dire honte, mais c'est pas bon, genre, on peut dire honte, elles ont peut-être cette honte en fait de sortir en fait les cheveux, bon, sans cheveux on va dire, et donc du coup, bah, elles vont opter pour ces solutions perruques. Ça, pour moi, c'est compréhensible, tu vois, genre par rapport à l'aspect maladie, tu vois, genre, si tu veux pas... Après, moi, je suis une meuf, honnêtement, si je ne le souhaite à personne d'avoir ces maladies, mais sinon, je suis une meuf, je m'assume, même tête nue. Mais tu sais que c'est beau, tu sais que c'est très beau, une femme qui a les cheveux courts ou les cheveux rasés. Mais de ouf, moi je trouve ça hyper beau aussi, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, on n'a pas les mêmes mentalités, tu vois. Au bled, exemple, genre, c'est-à-dire qu'il y a certains, en fait, ils n'ont pas accès, genre, ils n'ont pas eu accès à ce stade de la mentalité assez
open minded, tu vois, genre ouverte et tout. Donc du coup, dès qu'ils vont voir ça, ils vont se mettre à juger. Certes, on peut s'en foutre des jugements, mais il y a des meufs qui sont sensibles à ce jugement, au regard, tu vois. Donc du coup, ils vont opter pour ça. Ici, c'est un peu plus facile. En Europe, en Occident, aux États-Unis, bref, c'est un peu plus facile parce qu'en fait, les gens sont un peu plus ouverts d'esprit. Il y a moins de jugement sur la balance. Tu vois, mais au bled, c'est vraiment compliqué. Ils sont toujours, pas du tout ça, mais la plupart en tout cas, ils sont tous dans cette ère où la femme doit être comme ça. L'homme doit être comme ça. Même le pire, même la femme doit être claire, la femme doit avoir des cheveux. Je te jure, il y a toujours des gens, même si ça évolue, hein, j'avoue que ça évolue là actuellement, mais il y a toujours des gens qui ont cette mentalité. Et c'est ça qui est vraiment désolant et chiant. Moi, je vous dis, les gars, ne pas avoir de cheveux, genre avoir boule à Z pour une meuf, la tête d'homme, les gars. Je parle au nom de plusieurs mecs, pas de tous les mecs, hein, mais de plusieurs mecs, des 95% des mecs, on trouve ça hyper beau. Les vergetures sur vos corps avec les filles, on trouve ça hyper beau. Hyper beau. On trouve, genre, tout ce qui est naturel, en tout cas, nous, on trouve ça super beau. Ben oui, en fait, je trouve que ce qu'on trouve beau, en fait, c'est le fait de s'assumer. Exactement, comme tu es. Une marque de confiance. Exactement. Et ça, du coup, je trouve que ça renvoie une aura à la personne. En fait. Exactement. Et pour revenir à l'histoire des perruques, honnêtement, les filles, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, mais nous, de la part des hommes, en tout cas, je ne vais pas parler pour tous les hommes, mais en tout cas, pour la majorité, je pense qu'il y en a plein qui partagent mon avis. Nous, on est pour vos cheveux naturels parce que vous avez de très beaux cheveux. On sait que des fois, vous avez la flemme de vous coiffer, vous optez pour les perruques. Des fois, vous êtes malade, peut-être. Genre, vous avez X ou Y raison, peu importe. Les filles, les perruques, vraiment, ça, on va dire que ça nous dénaturalise en fait. Ça nous apporte pas du bien en fait, vraiment. C'est comme si on continue à se battre, mais genre, on continue à se battre pour notre liberté, pour notre indépendance, pour voilà quoi, pour X raisons. Et en fait, on continue, mais derrière, le boulot en fait n'est pas fait. Tu vois, pour moi en fait, ça peut paraître anodin le sujet perruque, mais c'est super important les filles. C'est tellement important. Super important. Et regardez vos cheveux. Ça montre juste l'image de femmes en fait qui ne s'acceptent pas comme elles sont. Et là, vous allez me dire peut-être que oui, on s'accepte comme on est, mais on veut changer de look comme on le souhaite. On peut comprendre ça. Moi, je suis pas contre le fait de porter des perruques, hein, les filles. Moi, je suis contre le fait de porter des perruques H24. Ouais. Tu veux changer de couleur de cheveux, passer du noir au rouge ou au bleu ou au vert, peu importe. Non, surtout pour une soirée, pour une journée. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais si c'est pour porter des perruques H24, ça démontre une certaine complexité dans ta nature. Tu n'es pas assez à l'aise avec qui tu es. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais c'est surtout qu'en fait, ce que tu dis, c'est important. Mais c'est surtout aussi qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une dynamique totalement différente, tu vois. Déjà, d'une part, moi, je suis beaucoup sur les thèmes de l'énergie, tout ça et tout. Donc déjà, même spirituellement, tu sais, il y a les énergies qui changent. Et même là, quand tu regardes même par rapport à ce qui se passe sur le continent africain, on va en revenir. Là, vraiment, on est dans une démarche où là, c'est l'heure où les Africains marchent la tête haute et marchent la tête droite. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, on nous a fait croire qu'on était moche, qu'on était bête, qu'on était des sauvages, qu'on était nuls, qu'on avait une mauvaise peau, qu'on avait des mauvais... En fait, que tout ce qui venait de chez nous, c'était pas bien. Là, on est dans l'ère là, c'est l'heure où les Africains doivent s'accepter, s'assumer comme ils sont, marcher la tête haut. Ceux qui ne sont pas contents, qui vont se faire foutre. Je suis désolé, hein. Mais ceux qui ne sont pas contents, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde, tu vois. Il y a une phrase qui dit qu'il n'y a qu'en étant hypocrite qu'on peut plaire à tout le monde, tu vois. Exactement. On est comme on est. Dieu nous a fait comme nous sommes. Acceptons-nous et aimons-nous comme nous sommes. Arrêtons de nous cacher et arrêtons d'essayer de suivre et de respecter les critères de beauté d'autres personnes. En plus, d'où ça vient tout ça? Ça vient de la période, comme tu l'as si bien précisé, de l'esclavage. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, à l'époque, c'est les Blancs qui, comme tu l'as dit, qui nous rasaient les cheveux parce qu'en fait, ils ne voulaient pas que une femme noire, j'ai pas envie de dire le terme, le N-word, soit plus belle que la maîtresse ou la dame de la maison. Exactement. Et donc du coup, bah, ouais, vas-y. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que c'est, en fait,
il y a un truc que moi je trouve ouf avec les racistes, tu Ouais. vois. Genre par exemple, à l'époque de la colonisation, tous ces racistes qui tuaient des noirs, qui avaient des esclaves noirs et tout, ce que j'ai toujours trouvé ouf, c'est que c'est des mecs qui considèrent les noirs comme inférieurs, mais la plupart violaient des femmes noires et avaient des enfants avec des femmes noires, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre en mode à quel point faut être tordu psychologiquement Ouais. pour te dire que. Donc, c'est dire que moi, si je déteste quelqu'un, est-ce que je peux aller avoir une relation sexuelle avec la personne que je déteste? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas que ça, c'est pas que le terme détester, hein. C'est-à-dire que les noirs les répugnaient à la limite. À la limite. C'est-à-dire que en fait, comment quelqu'un peut te repugner, te dégoûter, et toi tu vas aller avoir des relations sexuelles avec cette personne. Ça veut dire qu'en fait, cette personne de base, elle t'attirait. C'est ça. Donc du coup, tu fais croire aux gens que cette personne-là, elle te dégoûte. Et les autres aussi vont penser pareil, genre, ces personnes sont dégoûtantes. Mais les gars, moi je vous dis, hein, les noirs, pour moi, c'est les plus belles personnes. Je ne vais pas faire de comparaison par rapport aux autres races, hein, non. Pour moi, en tout cas, le noir, la femme noire, l'homme noir, en tout cas, c'est les plus belles personnes. Moi, je veux le dire argument à l'appui. Tout le monde sur la planète veut avoir la peau noire. C'est pour ça que tout le monde va bronzer l'été. Va bronzer, tu vois. Et même, je pense que même avant les blancs, il y avait les noirs aussi. C'était les noirs avant les blancs. Ouais, bah, tu sais, je sais pas si tu connais, c'est un professeur, c'est un Guadeloupéen. Il s'appelle Kalala Omotunde. Et c'est un chercheur et tout ça. Et lui, en fait, il disait en gros que, tu sais, quand les colonisateurs arrivent en Afrique, sa théorie, c'est la théorie de civilisation des races inférieures, en fait, tu vois. Ouais. Sauf qu'au moment où ils arrivent, et que par exemple, bah, tu sais, genre par exemple, le combat de Cheikh Anta Diop, ça a été de prouver, et aujourd'hui on sait que les pharaons étaient noirs. Ça va fâcher des gens, mais fâchez-vous, les pharaons étaient noirs, parce que c'est prouvé que l'homme sort d'Afrique. Ouais. Et les premiers, la civilisation est née au niveau de, bah, tu sais, tout ce qui était vers l'Éthiopie, tout ça et tout, tu sais, des trucs comme ça en fait, tu vois. Genre l'homme noir apparaît et il sort de l'Afrique, tu vois. Et les gars, ils te prouvent que, genre en mode, juste à l'époque où l'homme apparaît sur Terre, avec les rayonnements gamma, le seul moyen pour qu'il supporte tout ça, c'était d'avoir la peau noire, tu vois. Et donc, le mec que je te disais là, Kalala Omotunde, lui, du coup, il explique genre en mode que, tu sais, même que quand ils arrivent en Afrique avec leur théorie que eux, c'est les races supérieures, qui viennent coloniser les races inférieures et tout ça et tout, Ouais. et qu'en fait, il t'explique qu'il y a des gars comme Champollion, quand ils arrivent dans les pyramides notamment, qui commencent à décrypter les hiéroglyphes et tout ça et tout, tu vois. En fait, les gars, ils se rendent compte que l'homme était noir, que la civilisation est née en Afrique. Sauf que maintenant, en fait, eux, pour soutenir leur, comment on appelle ça, leur argumentaire, en fait. Parce qu'ils doivent défendre le fait qu'ils soient supérieurs et que vous soyez inférieurs. Et donc, du coup, pour soutenir tout ça, ils sont dans une démarche, dans un procédé de falsification historique. Exactement. Où donc, du coup, maintenant, ils blanchissent l'histoire pour pouvoir asseoir la vision du monde selon laquelle c'est eux qui sont au-dessus et les noirs sont en dessous. Ouais. Et c'est aussi une vision qui veut que c'est les pays étrangers qui viennent exploiter l'Afrique et que l'Afrique finalement sert de, tu vois, en gros en dessous des autres et tout. Alors que quand tu regardes un truc bête encore, quand tu remontes dans l'histoire de l'Afrique, il n'y a même pas longtemps, il y a 700 ou 800 ans, en Afrique, il n'y avait que trois empires et c'était 3 grands empires. Tu vois, il y avait L'empire du Ghana, c'est ça, vers le Ghana, tout ça. l'empire du Mali, C'est ça. et l'autre empire, je ne me rappelle plus. mais- Ouais, c'était ça, c'est les mots que je cherchais. Genre, je cherchais le Dahomey, je cherchais le Mandingue, et il y avait le Congo. Ouais, je pense, ouais. Je suis pas Là, sûr, c'était que des empires, tu vois. Et quand tu regardes, c'était des civilisations très prospères, tu vois. Ouais. Et est-ce que les Africains ont eu besoin de personnes qui viennent de l'étranger pour avoir des civilisations aussi prospères? Même pas, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui me tue, c'est que, d'ailleurs, moi, comme je fais l'actu, il y a quelques temps, j'ai fait une actu sur le fait que, en gros, la France passait une loi pour repousser la restitution des biens pillés en Afrique, tu vois. Ok. C'est-à-dire que d'un côté, vous considérez que les Africains sont inférieurs, mais d'un autre côté, vous êtes allé chez eux, voler tout ce qu'ils ont pour venir l'exposer chez eux, vous faites de l'argent dessus, vous continuez à faire de l'argent dessus, et vous ne voulez pas leur rendre leurs affaires, et c'est eux qui sont inférieurs. Genre en fait, il y a un problème, il y a quelque chose qui... C'est incroyable. Non, il n'y a, pas un problème là, il n'y a pas un truc qui colle pas. C'est paradoxal, même.
C'est très paradoxal. Parce que si les Africains sont des sauvages et que tout ce qui vient de chez nous, c'est pauvre, c'est de la merde, ça vaut rien, pourquoi ils ne nous rendent pas nos babioles? Exactement, exactement. En plus de ça, bah, ils exploitent même toujours nos richesses au truc au bled. Hein, et c'est ça que je trouve même dommage parce que je pense que nos dirigeants, là, je sais pas, c'est quand ils vont se réveiller. Bon, après là, ça commence. Non, mon frère, non, faut qu'on parle d'un truc là. Ouais, tu sais que moi, je me souviens qu'il y a quelques années, il y a 4-5 ans en arrière, même 6 ans en arrière comme ça, le Mali était la risée du monde. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, en fait, quand il y a eu le terrorisme qui arrive au Mali, donc il y a eu l'intervention en Libye, et après, vers 2014, comme ça, le terrorisme commence à arriver au Mali. Donc c'est l'armée française qui va au Mali. C'était même avant, c'était en 2012. Hein. Ouais, 2012, ouais, 2012, c'est ça. Ouais. Il y a l'armée française qui arrive au Mali, et il y avait des vidéos qui avaient fuité à cette époque-là, où en fait on voyait des militaires maliens en train de s'entraîner avec des bouts de bois, en train de faire pop, 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 pop. Et tu vois, genre, les Maliens, c'était un peu, on va dire, la risée, c'était la risée du monde. Tout le monde se foutait de leur gueule, quoi. Alors qu'aujourd'hui, 12 ans plus tard, mais le Mali fait la fierté de l'Afrique. Moi, je suis désolé, hein. Moi-même, je suis malien, même si je ne suis pas né au Mali. Fâchez-vous si vous voulez, c'est comme ça. Non, franchement, je pense qu'on a eu de la chance d'avoir un grand homme qui a su être le visage de ce redressement-là, tu vois. Les 5 colonels. Assimi Goïta, vraiment, au départ, les gens avaient des appréhensions sur lui. Parce que vraiment, tu vois, lorsqu'on parle coup d'État, c'est jamais positif, tu vois. On se dit, ouais, lui, c'est qui encore, nanana. Mais après, lui, il a su vraiment démontrer à tout le monde que lui, il est là que pour le bien, pas que des Maliens, mais de toute l'Afrique, tu vois. Et là, c'est un début pour de très grandes choses. Et après, il y a, je pense, je sais plus c'est quoi la chronologie des choses entre le Mali, le Burkina et le Niger. Je sais pas qui a. C'est le Niger qui arrive en dernier. Mais tu sais que là, il y a quelques jours, on a assisté, et là, je le déclare ici haut et fort, pour quelqu'un qui suit régulièrement l'actualité, on est en train d'assister à la naissance de l'État africain le plus puissant depuis plus de 400 à 500 ans. J'espère. Mais tu sais que là juste les 3 pays là, Mali, Niger, Burkina, en termes de ressources, c'est énorme. C'est une dinguerie. C'est énorme, ouais. Tu vois? Énorme. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que dans leur politique et dans leur comportement, ils redonnent leur fierté à l'Afrique et aux Africains parce qu'en fait, ils se comportent juste comme des hommes dignes. Ils ne se comportent pas comme des esclaves. Exactement. Parce qu'il y en a d'autres dirigeants en Afrique, quand tu vois leur comportement, c'est un comportement d'esclave au service du maître. Ouais. Et un esclave, c'est pas fait pour diriger un pays. Eux, ils sont plus pour leur bien personnel que le bien du public, tu vois. Genre vraiment, c'est incroyable. Ces dirigeants-là qui sont les pantins des Occidentaux ou des Américains, là. Ouais. Vraiment, va falloir... parce qu'en fait, si ces pays-là qui ont ce type de président veulent se réveiller, en fait, il y aura... Malheureusement, je pense qu'il y aura un bain de sang, tu vois. Parce qu'en fait, il faut, pour une certaine révolution qui doit se mettre en place, il faut tout le temps, je pense, pour un départ, il y aura tout le temps un bain de sang, tu vois. Parce que ce mec-là en question qui dirige le pays ne va pas quitter comme ça le pays, comme ça, facilement. En plus de ça, il a le soutien des Occidentaux, des Américains, autre chose. Et c'est pour ça qu'en fait, le peuple même, dans ces pays, je ne vais pas mentionner les pays, je pense qu'on sait tous de qui on parle, ces peuples-là, ils ont la peur en fait de l'affront, tu vois. Et si ils sont amenés à affronter ou à créer une révolution, je suis sûr qu'il y en a qui le font, mais ils le font à leur échelle. Et ils ne peuvent pas se permettre, parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour combattre tout ça en fait. Alors que vraiment, l'AES, vraiment, chapeau à eux déjà, ils ont su, je pense qu'en fait, Assimi Goïta, il a un background assez poussé, tu vois. Mais il avait parlé, hein, parce que lui, il était dans l'armée malienne et tout. Hein. Ouais, et même l'autre là, du Burkina Traoré, Chani aussi. Franchement, lui aussi, il m'épate vraiment, de jour en jour, il m'épate vraiment. J'ai vu son discours. Mais sa dernière allocution, genre, il est tellement intelligent. Moi, ce qui m'épate avec lui, je ne sais pas si tu as remarqué ça, généralement, quand il prend la parole, il est en totale improvision. Ouais. Généralement, quand il prend la parole, c'est pas préparé, on dirait. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière. Ouais. Et en fait, généralement, quand il prend la parole, il n'est pas... En fait, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'est pas comme les autres dirigeants qui viennent te raconter des conneries, mais qui lisent en plus, tu vois. Lui, généralement, tu as l'impression qu'il le fait tellement bien
Et c'est tellement naturel que tu as l'impression qu'il est en improvisation totale. Alors que je suis sûr que derrière, le gars doit bosser énormément, tu vois, pour arriver à tenir la route comme ça, tu vois. Et c'est sûr qu'il a des informations que la plupart n'ont pas, tu vois. Mais là, il a accusé la Côte d'Ivoire et le Bénin de vouloir les déstabiliser, là. T'en penses quoi? Honnêtement, je te mens pas, je vais être tout à fait transparent avec toi, j'ai pas trop suivi l'affaire du pourquoi, du comment, j'ai vu son discours, mais j'ai pas creusé. Pour l'instant, il faut que je creuse avant de dire quoi que ce soit parce que j'ai pas les infos, tu vois. Il a dit que de toute façon, les preuves vont sortir dans les prochains jours. Ok. Et du coup, par rapport à... On revient sur ça. Par rapport à ce qui se passe au Sénégal, du coup, toi, t'en as pensé quoi de l'élection de Diomaye et tout ça à la tête du Sénégal et tout? Franchement, l'élection de Diomaye, je trouve que c'est un bon début, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je reste sur mes fins un peu parce que même si il est l'image, lui et son co, d'un renouvellement, d'une reconstruction assez honnête par rapport au projet des Africains de s'émanciper de la France. Moi, je reste sur mes fins, j'attends de voir les trucs parce qu'en fait, la plupart des politiciens, pour accéder au pouvoir, même si Diomaye Faye et son co me paraissent assez structurés et honnêtes, je reste sur mes fins quand même. Je préfère observer au fil du temps, voir ce que ça va donner, tu vois. Je suis pas là, je suis content, bien évidemment, je suis content qu'il soit monté au pouvoir parce que Macky Sall, franchement, c'était n'importe quoi, tu vois. Mais d'expérience, de ce qu'on voit en tout cas, par rapport aux dirigeants africains, je préfère observer ce qu'ils vont faire. Je préfère les actes par rapport aux paroles. Non, tu as raison. Parce qu'ils ont promis de sortir du franc CFA. Moi, j'attends de voir. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent en place actuellement pour sortir du franc CFA? Parce que moi, je ne vois rien pour l'instant. Il y a des personnes qui disent que finalement, ils vont pas. Apparemment, il y a des personnes qui pensent que, en gros, ils vont pas respecter leurs paroles en fait. Il y a des personnes qui pensent qu'ils vont trahir leurs paroles. Et moi, les arguments que j'ai vu ressortir, je te donne ce que j'ai entendu. Hein. Les arguments que j'ai vu ressortir, c'était le fait que, par exemple, dans le programme, Sonko avait déclaré qu'une fois élu, il enverra des soldats soutenir l'AES et tout. Et en fait, les gens disaient en fait que la première chose qu'ils ont fait, c'était en fait de faire le tour de la CEDEAO avant d'aller dans l'AES. Et en fait, les gens disaient que, bah, tu sais, notamment quand il a fait le tour de la CEDEAO, tout ça et tout, Diomaye, je crois, avait déclaré que Ouattara, c'était un grand démocrate. Mais les gens disaient du coup que Ouattara, bah, on sait comment il est arrivé au pouvoir, en mode que c'est la France qui l'a mis au pouvoir et que apparemment il a même fait coup d'état de troisième mandat, tout ça et tout, comme voulait faire Macky Sall au Sénégal, et que du coup c'est pas cohérent de le traiter de grand démocrate. Mais donc en gros les gens disent qu'on dirait que bah, dans leur politique, avant l'élection, les gens pensaient ou avaient l'impression peut-être qu'ils seraient sur une ligne plus proche, on va dire plus panafricaniste, vraiment en mode sur la rupture avec la France et tout, alors que maintenant les gens ont plutôt l'impression maintenant du coup que ils sont plus dans la complaisance et où bon maintenant ils acceptent de collaborer. Moi je pense en fait, tu vois, nous on n'a pas toutes les infos parce qu'en tant que politicien, je pense que eux ils font certains calculs, tu vois, que nous on n'anticipe pas forcément, dans le sens où ils peuvent pas comme ça du jour au lendemain quitter la CEDEAO comme ça, tu vois, parce qu'en fait je pense qu'il y a le siège de la CEDEAO, je pense au Sénégal. C'est au Sénégal ou c'est pas Abuja au Nigeria? Je sais plus. J'entends souvent Abuja. Faut vérifier, mais je pense que c'est au Sénégal, si je dis pas de bêtises. D'accord. Après, bah, tu me corrigeras, après, tu me diras. Mais ils ne peuvent pas sortir comme ça, en fait, du jour au lendemain, sans pour autant avoir étudié toutes les conséquences qu'il y a derrière. Il y a un peuple derrière, un peuple sénégalais. Si après, il y a famine, si après, il y a... Ils calculent tout ça, tu vois. Ils ne peuvent pas aussi venir aussi tout d'un coup intégrer l'AES. Donc, ils prennent les dispositions qu'il faut. Et surtout, pas au départ comme ça, genre se mettre la France à dos comme ça, tu vois. Parce que certes, ils ont ce projet, je pense, de sortir du franc CFA, mais pour sortir du franc CFA, c'est pas comme ça. Ça prend du temps, ça prend des années, ça prend 4 ans. En plus de ça, pour créer sa propre monnaie aussi, ça prend du temps. Donc, entre-temps, qu'est-ce que tu vas faire si tu es dans la merde? Comment le pays va survivre? Comment, tu vois, là, ils sont en train de voir comment mettre en place des systèmes, exemple, genre par rapport au pétrole, par rapport aux ressources qu'a le pays, tu vois. Mais moi, je pense que, en tout cas, je préfère être positif. Je me dis que ces gens-là, ces politiciens, ils ont su être assez réfléchis
et se poser les bonnes questions et se dire en fait qu'est-ce qui est bon ou pas pour notre peuple, tu vois. Dans quelles circonstances on va mettre ou pas notre peuple bien, dans quelles circonstances notre peuple va se retrouver dans une merde incommensurable, tu vois. Et vraiment, c'est facile de parler pour quelqu'un d'extérieur, mais quand tu es dedans et que tu as toutes les informations, tu as tellement de dilemmes que tu dois vraiment prendre des bonnes décisions et surtout ne pas paraître comme un frauduleux au sein de la population aussi, tu vois. Il y a tous ces dilemmes. C'est facile de parler pour nous, vraiment. C'est pour ça que moi, comme je l'ai dit, je reste sur mes fins. Je préfère prendre mon temps, observer ce qu'ils vont faire en stratégie, parce que c'est vraiment compliqué. Et pour sortir de l'emprise des Français, la France, c'est hyper compliqué, parce qu'ils vont te mettre les bâtons dans les roues, par A plus Z. Et je pense qu'il faut être vraiment plus intelligent que ça, en fait, plus intelligent et avoir un certain recul par rapport à tout ça, et savoir comment tu vas employer une stratégie pour sortir de tout ça, tu vois. Et je pense que pour l'instant, ils s'en sortent pas mal. Pour l'instant, tu vois, même si, bien sûr, il y aura tout le temps des gens qui vont parler, nanana, à gauche, à droite, bien sûr. Éternellement. C'est comme ça, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Les gens auront toujours des a priori. Même moi, j'en fais partie, hein. Je m'en cache pas. Mais moi, je préfère être patient et observer, les gars, observons, voyons ce qu'il va donner pour la suite. Observons avant de tirer des conclusions, voilà. Quoi. Non, je suis d'accord avec toi, c'est très très bien, c'est très très bien. Voilà. Et donc, mais du coup, tu penses quoi du fait qu'ils voulaient ramener en fait l'AES dans la CEDEAO? Vraiment, je pense qu'il aurait essayé parce que je pense qu'il savait au fond de lui que c'était mort. Parce que vu le passif entre l'AES et la France, je ne sais pas c'était quoi le projet, je ne connais pas le motif vraiment, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais ouais, franchement, je pense que pour moi, c'était pas la meilleure solution à prendre, à employer. Mais franchement, le motif, le pourquoi du comment, honnêtement, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Et même moi, je suis pas pour que l'AES réintègre la CEDEAO. La CEDEAO. Parce que vraiment, la CEDEAO, c'est la France, quoi. C'est la France. On va pas, tu vas pas te battre. Elle est pas indépendante, quoi. Exactement. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient en tête, Diomaye et Sonko pour ça. À voir, je sais pas. Incroyable, j'ai une image, je la mettrai au montage, du président du conseil de la CEDEAO en train de se faire engueuler par, il me semble que c'est une observatrice de l'Union Européenne comme ça là. Mais en fait, tu vois l'image, genre... Ouais, je pense que j'ai vu ça tourner. J'ai fait une vidéo TikTok dessus, elle a bien tourné. Moi, je pense que j'en étais comme ça, non? Ouais, comme ça, les bras croisés. Elle est comme ça sur lui avec les doigts. J'avoue, c'est chaud, vraiment c'est chaud. Et tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, c'est vraiment l'image de. Tu sais, c'est vraiment l'image de l'esclave de maison du. Tu vois, c'est vraiment l'esclave de l'Occident, quoi, genre en mode. Non, c'est chaud, vraiment, c'est chaud. C'est chaud de penser comme ça, de réfléchir comme ça et de laisser surtout un être humain te parler comme ça, tu vois, et te mettre dans cet état surtout. Oui, bien sûr. C'est chaud, vraiment. Alors que moi, je suis pour un principe simple. Peut-être, je pense que moi, c'est beaucoup le fait d'avoir grandi en Europe aussi qui fait ça. En fait, c'est le fait, moi, d'avoir grandi en Europe, j'ai étudié avec des Blancs, des Chinois, des Indiens, des Maghrébins et tout. Et pour moi, c'est en fait, on est avant tout des êtres humains, tu vois. En mode, moi, le paradigme de, il y en a qui... Tu vois, genre par exemple, en termes culturels, par exemple, hein, tu sais, en Afrique, par exemple, il y en a certains qui ont un complexe d'infériorité par rapport à l'Occident. Moi, ce complexe-là, le fait d'avoir habité en Occident, il a sauté. Parce qu'en fait, dans ma tête, maintenant, c'est en mode, tous les êtres humains se valent. Ouais, exactement. Et surtout, pire que ça, je dirais même, c'est que j'ai compris que, en fait, bah, je suis un peu dans la spiritualité et tout, et même quand tu regardes le monde et tout, tu vois qu'il y a beaucoup de différences et tout, tu vois. Et donc, moi, dans ma tête, c'est vraiment en mode... il y a des différences, ça existe, oui. Mais pour moi, c'est aussi ça qui fait la beauté du monde et la beauté de la vie, tu vois. Un truc bête, bon, je pense que tu vas voir ce que je veux dire. C'est que moi, par exemple, quand je vais en voyage, genre, j'aime beaucoup. Quand je vais aller dans un endroit, tu vois, je vais faire quoi? Je vais descendre et je vais marcher dans la ville.
tu vois. Ouais. Parfois, je vais en voyage, je prends même pas les transports. Tu sais, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était genre en Espagne. Genre, j'ai dû faire 5 jours en Espagne, mais j'ai dû marcher genre 40 km. Ok. Juste parce qu'en fait, moi, dans le délire, c'est que en fait, j'aime juste, tu sais, tu vas quelque part, tu vas découvrir les autres, la vision. Tu vois, et pareil, quand j'étais à Londres, j'ai fait pareil. À chaque fois que je vais quelque part, c'est je sors, je vais marcher, je vais me balader dans la ville. En fait, juste, tu sais, rencontrer d'autres personnes et être confronté à d'autres manières de penser, ça te rend moins bête, tu vois. Ouais. Ça t'apprend des choses. Et donc, du coup, ça t'ouvre l'esprit Ouais. et ça te permet en fait de progresser, tu vois. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment une diversité dans le monde. Et je trouve que toutes les diversités se valent et que du coup, pour moi, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Ouais. Pour moi, c'est juste des êtres humains différents qui ont habité à des endroits différents et qui ont des habitudes différentes et tout, tu vois. Moi, je pense qu'il faut tout simplement qu'on arrête de se victimiser parce qu'en fait, je te promets, la plupart des gens, même, je te le dis, hein, ils pensent que nous, dès qu'il y a un petit truc, on se victimise trop. Et moi je vais de cet avis où ils n'ont pas forcément tort aussi parce que des fois, on se victimise énormément, tu vois. Parce que dès qu'il y a un petit truc, moi, honnêtement, tu te lèves, tu vas sur mon TikTok, tu es un raciste, tu viens, tu commentes, tu mets singe ou tu mets un truc de gorille. Moi, je vais te regarder, je vais rigoler, mon gars. C'est toi qui es con, frère. Moi, je suis là, moi, je suis tranquille. Moi, ça me fait zéro effet, frère. Si tu veux, moi je suis un singe, ok. Je suis un singe, je suis un gorille. Et alors? Maintenant, ok. Maintenant, on fait quoi maintenant? C'est quoi la suite? Mais je sais pas pourquoi, en fait. Moi, ce qui me fait rire. Genre, pourquoi, en fait, leur donner raison du fait que, ouais, ça nous fait mal, du fait qu'on se. Frère, Mon frère, ça nous. tu vas pas empêcher un raciste de traiter quelqu'un de singe ou genre de gorille. Hein. Genre, c'est comme quand je vois Vinicius, genre qui prend. Certes, ça se fait pas. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de souci. Mais moi, pour moi, je suis du bord de ces gens en fait qui combattent la guerre par la guerre. Ah oui, non mais c'est Ce que tu me dis, ça me fait penser à Daniel. C'est pas Daniel Alves qui a mangé la banane? Ouais, c'est vrai, C'était Alves. Ah, c'était fort ça. Ah, quand il a fait ça, il a. Ah, merci. Mais de ouf. Et ça clôt le débat. Ça clôt le débat direct. Tu vois, au lieu de venir chialer, ouais, il m'a traité de. Mais mon gars, donc ça veut dire que chaque fois qu'on va te traiter de singe, tu vas chialer. Arrête, frère. Frère, s'il veut te traiter de singe, allez, vas-y, traite-moi de singe, frère, je suis un gorille. Je suis un gorille. Ça change pas. Frère, c'est bon. Il y a air, frère. Maintenant, moi, je suis désolé, j'ai tapé sur Kendrick Lamar. la question qui me fait mal, c'est ça fait mal à qui? Est-ce que ça fait mal à la personne qui est traitée de singe ou à la personne qui prend son temps à aller dans les commentaires traiter les autres de singe? C'est qui souffre le Voilà, plus? frère, vraiment, les gars, vraiment, vous leur donnez raison parce que si on leur montre que ça vous fait mal, bien sûr, ils vont continuer. C'est logique. Moi, je suis comme toi. Moi, c'est même les commentaires même que je trouve les gens qui m'insultent et tout ça et tout. Je vois, j'ai vu. Tu sais que maintenant, genre, je ne réponds même pas. J'ai vu ton commentaire. Soit je le supprime, soit dans tous les cas, je ne vais pas te calculer. Ouais, tu vois, tu donnes de la force en fait. Tu supprimes et tu passes à autre chose, c'est tout, frère. Si tu croises un dans la rue qui te fait chier, là, tu lui baffes, frère. Tu le baffes. Et j'ai calculé qu'il y en a. Guerre contre guerre, œil pour œil, dent pour dent, niquage de gueule par niquage de gueule. Mais j'ai calculé qu'il y en a plein qui font ça aussi, mais en mode ils te kiffent en vrai. Il y en a plein, ils font ça pour attirer ton attention. Parce qu'en vrai, ils t'aiment bien. Mais ils savent pas comment faire pour attirer ton attention. Donc, mais ça, c'est la pire des manières de faire pour attirer. Ça, c'est la pire des manières. C'est con, c'est débile. Ah, la nature humaine. Je te jure, c'est débile. Bref. Non, mais voilà. Mais en tout cas, c'est cool que tu sois quand même. Du coup, tu as la vision du Sénégal et la vision du Mali. En plus, c'est deux pays qui sont proches. Exactement. Et ils sont beaucoup similaires, tu vois, à part la cuisine quand même. La cuisine, l'excellence, c'est Sénégal, tu connais. Mais à part ça, bah, vraiment, ils sont vraiment similaires sur plein de choses. Après aussi, les infrastructures aussi, je pense que c'est un peu mieux au Sénégal. Mais je pense que l'hospitalité, en termes d'hospitalité, le Mali, c'est vraiment un bon pays. Vraiment, les Maliens sont cool, sympas, drôles. Il y a plein de choses à faire. Les Maliennes sont super belles. Je te garantis, les Maliennes sont super belles. Moi, je dis pas le contraire. Hein. Et voilà quoi. Des fois même, je fais la blague, tu sais, comme Niska.
Nyafuman. Tu sais, Niska, il fait un truc comme ça dans un son, lui, là. J'ai pas su. Tu sais, moi, je n'écoute pas trop du rap Tu vois, français. français, Justement. putain, je retrouverai la phase, je te l'enverrai, tu vois. Genre, j'aime les maliennes, Nyafuman. J'ai compris. Un peu Aya, quoi. Un peu comme Aya, elle va dire. Mais ouais, non, mais en termes de musique, franchement, je n'écoute pas trop du rap français. Moi, c'est plus rap US, tu connais. Même la preuve, tu vois. Ouais. Ouais. Mais du coup, toi, c'est quoi tes influences, du coup, aux States? Bon, d'accord. Bon, maintenant, le clash. Ouais, le t-shirt est sorti pour ça. Le clash Kendrick-Drake, t'en as pensé quoi? Franchement. Déjà, pour répondre à ta question, mes influences. Écoute, moi, j'écoute un peu de tout, vraiment. Que ce soit du rap, pop, soul, même des fois du jazz, hein, la funk. J'écoute presque tout, tu vois. Mais vraiment, de base, si tu me dis c'est quoi ton truc numéro 1, c'est l'hip-hop, on va dire, tu vois. Et vraiment, influence Biggie Smalls. Biggie Smalls, c'est. Ah, moi, je suis vraiment Biggie Smalls de dingue. Vraiment, j'aime bien Tupac aussi, mais Biggie Smalls de dingue. Et voilà, et surtout, j'aime aussi beaucoup l'R&B. J'écoute beaucoup Chris Brown. Les gens qui me connaissent savent que je suis. Ah, toi, t'es dans l'équipe Chris Brown. Je suis un adepte de Chris Brown. Moi, en fait, j'aime bien tout ce qui est mélodie, tu vois. Genre mélodie, chanter, rapper aussi en même temps que chanter, tu vois. Genre, j'écoute beaucoup Chris Brown, mais après maintenant j'écoute un peu même parce que c'est tout le temps la même chose. J'écoute beaucoup Bryson Tiller, tu connais? Ouais. Bryson Tiller. J'écoute, il y en a plein, Black, Lité, je sais pas si on dit Lité ou Light. Moi je dis Lit. Ouais, Lit, voilà. Donc beaucoup de gars, Nate Taylor, c'est des gars qui sont même pas trop connus. Hein. Je vais même chercher des gars qui sont pas trop connus, tu vois. Je les suis, je les écoute, ils sont grave talentueux. Après, ils vont percer après, c'est sûr, tu vois. Ah, mais il y a grave des gens je prends le temps d'écouter. Et en France, j'aime bien un gars qui fait ça, mais que je kiffe de fou. Je l'ai découvert tout récemment en plus. Hein. Je pense que tu le connais peut-être. Jay Brownie. Ah non, je connais pas. Jay Brownie, je te recommande à 10 000%. Okay. Jay Brownie, en plus, c'est un Congolais. D'accord. Mais il est archi talentueux. Pour moi, c'est en termes de mélodie, en termes de. Bon, pas, je vais pas dire texte, hein, mais en termes de mélodie, en termes de flow, de musicalité, là, de voix. Oh putain, mais c'est incroyable. Jay Brownie, si tu vois cette vidéo, je te fais un big up. Voilà, on va aller écouter ça, T'es trop fort. Et ton projet, la Mélodie Céleste, incroyable. Okay. Incroyable. Tous les sons, banger, surtout mon son préféré. Tu auras le temps d'aller voir. Il a fait plusieurs sons super bien. Mais mon son préféré, je te jure, hein, c'est même pas un son, c'est l'interlude. D'accord. Et l'interlude, je sais pas d'où il a sorti ça. Il y avait une maman là qui chantait dedans, tu vois. Et je pense que c'est une maman peut-être malienne, ou je sais pas, en tout cas West Af. Chair de poule, mon gars. Ah ouais. Chair de poule. Vraiment, tu mets ton casque et tout, chair de poule. Après ça, faut être un peu West Af et tout pour non, mais moi j'aime capter, tu vois. Moi j'aime beaucoup. Mais vraiment, et même les autres sons aussi, banger, vraiment, c'est ouf. Mais moi j'aime beaucoup la musique traditionnelle africaine. Ouais, vraiment, c'est. Genre les instruments, tout ça et tout. Les instruments, et moi je pense que vraiment les rappeurs doivent vraiment se tourner vers ça et sampler même, tu vois. Il y en a un que j'ai beaucoup à écouter, c'est l'autre là, le père de Sidiki Diabaté. Ouais. Il a des concerts en mode Kora, tout ça et tout. Des fois je suis juste là, je me. Genre juste j'entends juste jouer. Franchement, ouais, la Kora de Sidiki et son père, j'ai oublié son nom. C'est pas Toumani Diabaté? Ouais, Toumani Diabaté. Ouais. Il est franchement, ouais. Sidiki, franchement, il est fort aussi. Il est fort. Avant même, quand j'étais au Mali en 2010, il était avec Ibawan et tout, et je pense Talbi. Tu connais Talbi? Ouais. Et bah, je pense que c'était le trio, et vraiment, il se l'a donné. Hein. Et genre à l'époque, c'était du rap, et même, je sais plus, je pense que Sidiki il faisait que des beats en fait, tu vois, des instrus. Il ne chantait pas comme là actuellement, tu vois. Et après, quand il s'est mis au chant, je pense que ça a pris direct. En plus de ça, quand tu t'arrêtes à la chante féminine, tu vas faire que percer, hein, c'est sûr. Non, mais la musique africaine, il y a quelque chose vraiment dedans, quoi. Ouais, et pour revenir à la sorte, je pense, du clash entre Kendrick et Drake, il faut savoir que moi, je suis un fan de Kendrick depuis 2012. Parce que moi, j'ai découvert Kendrick, même pas avec un son à lui, hein. C'était un son qu'il a fait avec The Game. D'accord. The City, je pense. Ouais, The City. Et c'est là où, genre, The Game, il rappe et tout. Après, il y a
le refrain, c'est Kendrick. Ouais. Je dis, mais attends, c'est qui ce gars-là? Il rappe rapide. Genre, il débite quoi. Je dis, mais attends, en plus, il a un timbre de voix. Des fois, il fait l'aigu, grave, aigu, grave. Je dis, wesh, attends, c'est qui ce gars-là? Je me rappelle bien, c'était en 2012-2013. Je dis, wesh, je vais écouter, je vois, c'est écrit Kendrick Lamar. Je dis, ouais, ok, c'est qui ce nouveau gars-là? Après, le son, il continue. The Game place 3 couplets. Et après, il y a le refrain de Kendrick. Et après, il y a l'outro de Kendrick. L'outro, il a fait une dinguerie. J'ai dit, wesh, est-ce qu'un être humain peut faire ça? Genre, il a débuté, on dirait Eminem. Genre, mais en mode à sa manière. Je dis, wesh. En plus, c'est pas ça. Moi, je suis un fan en fait de lyrics. C'est-à-dire que moi, j'aime trop aller voir les paroles. Ouais. Tu vois, et les décortiquer parce que moi, je parlais pas trop anglais. Moi, j'ai appris l'anglais comme ça en fait. Tu vois. Ouais. Donc, j'écoutais du rap US tout le temps, j'allais voir les paroles, etc. Je les traduisais par mes propres moyens, même avec leur manière de parler de la rue, là, leur jargon de la rue. J'essayais de comprendre et tout, je traduisais tout. Et ce mec, tu vois, il emploie des mots vraiment techniques, c'est-à-dire que même si t'es bon pour placer ces mots-là, genre de manière consécutive, c'est vraiment chaud, quoi, tu vois. Et je me dis, ouais, ce mec il est grave. Il bosse. Et genre après j'ai vu qu'il a sorti d'autres sons, son projet Woodkid, Mad City, j'ai écouté, c'était ouf. Ouais. C'était ouf. Et Ouais, c'est à ça que je l'ai découvert à Woodkid de Mad City. Ouais. Et après, donc du coup il a fait aussi son choix avec Christian, la Contrôle là. Contrôle, t'as vu pas où genre il a coaché tout le monde là. C'est là où j'ai dit, ouais, je suis là, il est insolent. Il vient de débarquer, il clash tout le monde, ouais. Et donc c'est là où je pense que c'est là où la bataille a démarré indirectement avec Drake. Tu vois. Mais bon, après voilà. Mais Kendrick, vraiment, chapeau, vraiment. Moi, j'aime bien Drake aussi. Drake, c'est un super grand artiste qui est vraiment tout terrain. On est d'accord, mais qui a gagné le clash? Je pense que tu le sais déjà. Je pense qu'on le sait tous, les gars. Moi, pour moi, c'est Kendrick qui a gagné. Après... Les gars, on le sait tous, les gars. Regardez, Kendrick qui porte. J'avais pas vu. Ah, t'avais pas vu? C'est ça. Non, mais tu sais, mais surtout ce qu'il a fait que Not Like Us, il a fait fort. Hein. Parce que je crois qu'il a réuni tous les gangs de LA et tout. Ce concert était vraiment d'anthologie. Ce concert était vraiment mythique. Et il y a DJ Academics, je sais pas si t'as vu, genre il est balancé des vidéos en mode où tout le monde, les gars dans le ghetto dansent sur le morceau, tout ça et tout. Même lui, il a clashé dans le son 616 in LA. Il faut savoir que les gars connaissent tous les sons de Kendrick sur ce clash là. 616 in LA. Putain, il a dit en fait, somebody's like. You can smell the stuff with egg. Comme ça. Il a caché egg dedans. Il a dit que egg là c'est un menteur. Il fait la propagande en fait de Drake. C'est un fan de Drake. Et Academics en fait, il va jamais sortir de sa bouche que Kendrick a gagné, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Je le trouve pas objectif, tu vois. C'est un con, frère. Non, mais après je pense que lui aussi. Il est devenu big dans le clash aussi parce que je crois qu'il a eu des révélations sur son podcast et tout. Donc je pense qu'il a des intérêts derrière aussi, tu vois. Sûrement, parce qu'apparemment, il est dans le payroll de Drake. Ah ouais? C'est ce qu'a dit Kendrick en tout cas. D'accord, ouais. Que genre, ils sont tous sur le payroll de Drake. Donc ça veut dire, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense qu'il a ses sources pour émettre que Academics est payé par Drake. Ouais, tu vois. Mais en tout cas, Not Like Us, banger. Le concert a été historique. Pour moi, en fait. Dr. Dre qui fait son ouverture et tout, c'était un délire ça. C'était incroyable. Surtout pour moi, en fait, le meilleur son même de toutes ces distracts là, de tout ce clash là, pour moi, c'est même pas Not Like Us. Pour moi, c'est Euphoria. Ah, sérieux? De loin. Euphoria, putain, Euphoria, ce qu'il dit dedans, c'est incroyable, wesh. Euphoria, 6 minutes, non-stop. Il lave Drake, frère. Après, je te mens pas, Drake aussi, il a fait un truc de ouf. Non, mais... Dans Family Matters aussi, il a vraiment... Il s'est donné. Je crois même que c'est le top 2, tu vois. Genre, top numéro 1, Euphoria, numéro 2, Family Matters, numéro 3, Not Like Us, tu vois. Mais putain, c'est incroyable. Et le concert même, t'as vu le concert? Aux gens, ils débitaient. Il y avait zéro. Genre, le gars n'a même pas bu une goutte d'eau pendant tout le concert. Aux gens, il débitait comme un malade. Le gars était en transe. Et voilà, et vraiment en plus de ça, genre la manière dont il gère sa respiration, c'est incroyable. C'est-à-dire, comment tu peux rapper comme ça? Moi, des fois, j'essaie de le recopier. Genre, chez moi, je rappe avec lui,
je te jure, moi, je manque de souffle après, tu vois. Je me dis, mais comment il fait? C'est incroyable. C'est trop. Le travail. Donc pour toi, en fait, c'est qui a gagné? Non, pour moi, c'est franchement Kendrick qui l'a gagné. Il a gagné, ouais. Et moi, je pense que sa plus grosse victoire, en fait, je pense qu'il a tiré avec notre Like Us, tu vois, parce que je crois qu'il a fait quoi? Il a fait 130 millions de streams en moins de 24 heures. Et le truc, c'est que, en fait, non seulement il a réuni LA, et en plus, genre. Des clips et tout. C'est ça. Et en plus, il fait danser des gens sur un son. En fait, ouais, c'est ça qui est fort, c'est qu'il fait danser les gens sur. Tout le monde danse sur un son où on te traite de pédophile. Ouais, de ouf. Tu vois? C'est incroyable. Et même l'Argentine. T'as vu? L'Argentine. C'est ce que j'allais dire. Genre, mais ça m'a vraiment donné l'impression. En fait, dans le clash, moi j'ai eu l'impression, en vrai de vrai, que genre Drake, c'était genre. Moi, l'image que j'ai eue, c'était genre Drake en mode Thanos, tu vois. C'était en mode. Tout le monde s'est mis contre lui. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il était genre en mode lui contre tous. Tu sais, c'était The Endgame où ils arrivent tous, c'est toute l'armée avec en face Drake. Mais je te rends pas, Drake il est chaud aussi. Vraiment, Drake il est chaud. Après, si toutes ces allégations sont vraies, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Parce que j'ai vu des vidéos où j'en ai traîné avec une meuf là qui était Miss là et tout. Je sais pas si c'était une Miss ou pas, mais elle avait 16 ou 17 ans. Ah ouais. J'ai vu ça, j'ai dit, ah, bon, après, je sais pas si c'est les gars qui ont creusé pour faire des informations. Mais je sais pas si t'as capté, dans le clip de Not Like Us, pardon, Kendrick il répond à Drake. Parce que Drake avait sorti des trucs comme quoi déjà, l'un des fils de Kendrick, c'était les fils de Dave, son associé. Ouais. Il est sorti des trucs comme ça et tout. Il est sorti des trucs que genre Kendrick battait sa femme et tout, des trucs comme ça. Et dans le clip de Not Like Us, déjà il y a Kendrick il est en mode posé avec des filles. Et il est à un moment où il est là en mode il danse avec sa femme, ses enfants, tout. C'est en mode on est là en famille, genre en mode. Et même sa meuf. Et même sa meuf et tout. Je crois que j'ai vu quelqu'un sur internet qui avait fait ça. Qu'apparemment sa meuf avait fait une ref de ouf. Parce qu'apparemment le débardeur qu'elle porte, je crois qu'en anglais c'est genre un truc, ça s'appelle genre Beatman. Taper. C'est un taper. Bon, en gros, apparemment il y avait une référence sur ça, tu vois. Et le fait qu'elle ait été battue. Et donc, du coup, elle a fait un jeu de mots sur ça. Et genre, en fait, ils ont fait un jeu de mots visuel sur ça et tout, tu vois. Ouais. Mais ouais, mais le clip, en fait, j'ai trouvé fort, quoi. Non, franchement, c'était vraiment bien réfléchi. Et vraiment, chaque scène est visée. Ouais, et il répond visuellement, en fait. Ouais. Il a pas parlé, mais visuellement, tu dis qu'on n'est pas une famille, regarde, on est une famille, tac. Tu dis que c'est pas mon gars, bah, c'est mon gars, et tout. Non, mais ce clash-là, je trouve que ça a fait pour moi, c'est peut-être l'un des plus gros clashs. Pour moi, jusque-là, le plus gros clash, c'était Hit Them Up de Tupac. Mais là, Kendrick et Drake, ils sont passés de bon. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais t'as vu l'intro là? Ouais. Le son là, le petit son, le petit bout de son qu'il a mis en place. Putain, je me dis, mais c'est quoi ce son de dingue là? Surtout même les effets, le montage de la vidéo, comment il a le briquet. J'ai dit, wesh, c'est quoi ça, wesh? On s'est tous genre posé cette question. Je dis, ouais, merde, c'est quoi ce banger là? Et je pense qu'en fait, apparemment, Kendrick, il prépare un album. Ah ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ça va sortir sûrement peut-être fin de l'année ou peut-être. En plus, lui, c'est un connard. Hein. Il sort l'album 100% promo. Et il te balance l'album sans aucune promo. Et ça, c'est incroyable. Et les gens vont aller cliquer, forcément. Et ça va faire le buzz encore, c'est incroyable. C'est comme aussi son album là, To Pimp a Butterfly. C'est sorti sans promo. Il a sorti comme ça, sans promo. C'était en 2015, je pense. C'est incroyable, celui-là. Ouais, il est chaud. C'est l'un des meilleurs rappeurs, je pense. Hein. C'est un des meilleurs rappeurs même qui existait, je pense. Vraiment. Bah non, franchement, il est dans le top. Hein. Et en fait, ce qui est ouf là-dessus, c'est que Drake, il est quand même sacrément big. Hein. Ouais, il est big. Il avait gagné son clash contre Pusha. Je pense que peut-être que Drake est rentré dans ce clash-là aussi en mode avec la confiance, tu vois. Ouais, avec trop de confiance. Parce que même sur le son de Tyler Made, là où il a mis les IA de Tupac et Snoop, il dit en fin de son en outro que j'espère que tu auras une réponse digne de ce nom parce que là je t'attends. Je t'attends. Donc ça faisait tellement prétentieux, tellement sûr de soi. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que Kendrick soit. Je pense qu'il savait, mais je pense pas à ce point, tu vois. Kendrick l'a vraiment allumé, tu vois. Ça fait l'image du mec, tu sais, tu montes sur le ring, en mode, tu vas en mode, là je vais le bastonner. Ouais, de ouf. En fait, quand tu montes, tu t'en prends une. Tu t'en prends une. De ouf, il s'est pris
jab là, vraiment historique. Non, mais franchement, je pense que dans ce clash-là, il a perdu des plumes. Hein. Ouais, Parce que j'ai même vu qu'il avait perdu des streams sur. Ouais, apparemment. J'ai vu qu'il a perdu des streams sur les plateformes. Et même là, en fait, tu vois, même le dernier son que il a fait après Not Like Us, ça n'a pas été beaucoup streamé, The Hard Part 6. Ouais. Et là où, genre, au lieu de clasher, il donne des réponses à Kendrick, comme quoi, genre, ça donnait l'air de réponses pour se justifier, en fait, tu vois. Ouais. Et pour moi, je trouve que Drake, pour qu'il se relève de ce clash-là, ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué. Non, Kendrick a fait fort là. Ouais. Non, attends, j'aimerais bien faire un petit truc juste avant qu'on finisse. Ouais. J'ai un petit jeu. Et je l'appelle le mood. D'accord. Ça veut dire que je te donne un mood. Tu me donnes un son que tu écoutes dans ce mood là. Ok, vas-y. Vas-y. En mode là, tu veux flex. T'écoutes quoi? Not Like Us. Ah, sérieux? Ok. Not Like Us, mon gars, je te jure, direct. Ok, Not Like Us. Ok, du coup, tu veux, en mode, vas-y, en mode, tu veux être chill, genre en mode, vas-y, tu veux être chill, poser, tout ça et tout. T'écoutes quoi? Chill. Franchement, j'aurais mis, on va réfléchir. Chill. J'aurais mis Jay Brownie. Hein. Jay Brownie. Ouais, j'aurais mis Jay Brownie. Peu importe le son, hein, chill. Ok. Ouais, Jay moi Brownie. j'aurais mis Jay Brownie, ouais. Ok, bon, maintenant en mode, t'as le date. Là, tu t'apprêtes, tu vas au date, mais tu vas dans l'état d'esprit. Ce soir, je conclus. Donc, maintenant, dans ton apprêtement, là, t'écoutes quoi? Like that. Like that, de Metro Boomin. Sérieux? Ouais, like that. Motherfuck the big three. Nigga, it's just big me. Nigga, bum! Ok. Voilà. C'est ça. Nigga, bum! Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, voilà, bon, maintenant pour un moment Nutella, t'écoutes quoi? Ouais, tu connais le moment Nutella, pas besoin de t'expliquer c'est quoi. Écoute, Jeremiah. D'accord. Ah ouais. Ok, ah t'es comme ça toi. Ah mon gars, Tu connais écoute, Jeremiah et tout. Ah, gars. Jeremiah, mon gars. Ah yes. Ouais, de ouf. Ah non, pas mal. Non, Jeremiah, pas mal. Bah, du coup, et toi, du coup? Non, moi pour ça, j'écoute. Putain, j'ai oublié son nom. Qu'est-ce suite? Qu'est-ce suite? Je connais pas. Qu'est-ce suite? Ah, il a même fait un son. Je connais pas. Nobody can sex you like me. Nobody. Tu vas passer lequel? Peut-être j'ai déjà entendu, je sais pas, mais je connais pas. Je te l'enverrai après. Bah, parce qu'il est un peu dans le mood de. Putain, tu vois. Comment il s'appelle déjà l'autre là? Qu'est-ce suite? Non, celui qui chante Teach Me. Teach me how to love, show me the way to. Je te jure, je connais pas. Tu vois pas? Ah bah. Je te jure, je connais pas. Ah, après, tu me montreras après, de toute façon. Mais, ouais. Non, vas-y, je te balancerai ça. Je pense que t'aimerais bien, comme t'aimes bien un peu les délires aussi, un peu chanter tout ça. Ouais, gros, j'aime trop ça, tout ce qui est mélodie là. Non, si. Et donc, maintenant, du coup, dans le foot, pour toi, c'est quoi le meilleur championnat? Actuellement, bah, ça c'est. No doubt, hein, anglais. Anglais. Okay. Ça, j'hésite même pas une seconde. Après, maintenant, ça se tabasse entre anglais et espagnol. Parce qu'espagnol, vraiment, tu pars là-bas, tu perces direct, tu vois. Genre, si tu performes vraiment bien, tu deviens vraiment top 10 ballon d'or, tu vois. Ah ouais, le petit espagnol là, d'ailleurs, il a foutu la misère à l'équipe. Yamal là, Yamal, putain. Yamal. 16 ans et. Même d'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui son birthday. Hein. Là, donc ça veut dire qu'il passe de 16 ans à 17 ans, les gars. Ah ouais, il a foutu la misère à l'équipe de France. Ah ouais, je pense que la France ne va jamais oublier ça. Hein. Ouais, de ouf. Et là, genre apparemment, il pèse maintenant 1 milliard. Genre, il vaut 1 milliard apparemment. Ah ouais? Ouais, de ce que dit le club catalan. Barcelone, mais. Au revoir, mais franchement, il est talentueux. Mais après, de là à dire que c'est comme Messi, le futur Messi, non, Messi, ça reste Messi, mon gars. Même si moi je suis pro Ronaldo, Messi, ça reste Messi. Ah, en plus, il y a sa photo avec Messi qui a tourné là. Ouais, de ouf, ouais. Il a été béni par Messi. Ah ouais, Messi lui a lavé la bite. Donc,
lui, en gros, tout ce qui touche, en fait, c'est béni. C'est béni, les gars. Ouais, il y en a plein qui ont dit ça et tout en mode. Ouais. Ah ouais, mais j'ai vu un gars qui disait ça en mode. Oh Messi, pourquoi tu m'as pas lavé moi aussi? Même si je suis pas pro Messi, j'aurais aimé aussi que je me lave, hein. On est à la tête d'eau. Hein. Ah ouais, non, laisse tomber. Non, mais ouais, du coup, toi plutôt championnat anglais, du coup. Exactement. Ouais. Et du coup, tu vas aller voir la prochaine CAN ou quoi? C'est dans mes projets, ouais. Ah, donc tu seras au Maroc là-bas? Ouais, je vais acheter plusieurs maillots, t'inquiète pas. Ouais. Et je vais acheter tous les pays. Ok. Tous les pays d'Afrique? Non, attends, t'as vu, je monde. pense qu'il y aura 48 équipes, je pense, non? Ah ouais, t'auras les 48 et tous les. Non, tu vas faire ta non, vidéo en retirant les 48 maillots. Non, les deux bigs. Les deux. D'accord, ouais, les deux bigs. Ouais, les bigs, quoi. Tu vois. Si. Donc, non, peut-être je vais acheter 5, 6, 7, 8 maillots, tu vois. Mais il y a plein de gens qui m'ont comparé à, je sais pas, à Adèle, là, je sais pas quoi, là, un TikToker, là, un chat noir, là, qui porte la poisse et tout. Les gars, moi, je suis pas un chat noir, hein, je suis pas porteur de poisse, hein, les gars. C'est juste que moi, bon, je sais pas quoi dire, que dire. Les gars, moi, je supporte. Après, c'est juste, en fait, c'est le karma, parce que moi, je parle trop, tu vois. Donc, c'est le karma, mais c'est pas une question de je suis chat noir ou pas. Je suis pas chat noir, les gars. Je suis juste... Généralement, faut pas trop parler. Mais bon, écoute, hein, il y aura d'autres challenges, les gars. Mais Ivoiriens, il y aura d'autres choses. Les gars, apprêtez-vous à aller l'embêter. De toute façon, je vais mettre tous les réseaux de MKH. Comme ça, vous irez le follow sur TikTok. Il fait du sale sur TikTok. Il y aura d'autres challenges encore même plus fous que ça, tu vois, genre de ouf. Et ça sera dans le cadre où je suis vraiment sûr que le pari va passer. Et je vous dis que ça va passer, ça va passer. Je vous promets. Mais écoute, on verra. Hein. On verra, les gars. En tout cas, les gars, l'arbre à pas l'arbre, les gars. Branchez-vous, suivez. Parce que ce mec-là, il est en train de créer un concept de dingue. Et voilà, donc du coup, bah, vous voyez, c'était assez convivial comme échange. Ah, mon Dieu, tu peux me faire une petite promo, s'il te plaît? Ouais, bah écoutez, bah, tu me payes combien? Hein? Tu me payes combien? Ah, mon Dieu. Ah, tu connais, mais non, comme tu as dit. Je te paye en content. Comme quoi? Je te paye en content. Comme tu as dit, TikToker, c'est pas gratuit. Ah, je te paye en content. Je te paye en contenu, ça passe ou pas? Non, je rigole, les gars. Vraiment, allez le suivre. Vraiment, je pense qu'il va faire d'autres interviews assez intéressantes. Je sais que je serai la plus intéressante de ces interviews, les gars. Bah oui. Capté, c'est moi. Et de toute façon, MKH reviendra. On a eu une très belle discussion. Donc, les gars, revenez, abonnez-vous et allez le suivre. Je vous mets tous ces réseaux de toute façon. Voilà. Donc, on est ensemble, l'équipe. Abonnez-vous pas. Vos mojas, je m'en bats les reins. Vos mojas.